Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du journal d'une agoraphobe. Et oui, 13e. J'espère que personne parmi vous n'est superstitieux. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce podcast, c'est un espace où je partage mon expérience d'ancienne agoraphobe. Que vous soyez vous-même en proie à l'anxiété, que vous accompagnez quelqu'un qui l'est, ou encore que vous soyez psychologue ou étudiant en psychologie, vous êtes ici chez vous. Je n'ai pas la prétention d'être une experte ni de soigner, mais je vous propose un témoignage honnête et sans détour pour que vous puissiez profiter de mes expériences régulièrement compliquées, faut le dire, notamment dans mes interactions avec le monde médical, paramédical et bien évidemment l'entourage proche qui a du mal à comprendre. Je le répète, je ne prétends pas du tout soigner. Ce n'est ni ma formation ni mon métier. Mais j'espère que mon humble expérience pourra vous donner quelques pistes et pourquoi pas contribuer à libérer la parole sur un sujet et des personnes encore trop souvent stigmatisées. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un outil que je trouve presque magique tellement il a transformé mon quotidien, la cohérence cardiaque. Un outil dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, qui est extrêmement simple à utiliser et qui est gratuit. Je vous mets un lien vers les effets bénéfiques de la cohérence cardiaque dans les notes de l'épisode. Mais pour le moment, revenons à nos moutons. Malgré un certain nombre de séances, une exposition régulière à mes angoisses et la pratique de la cohérence cardiaque, je n'avançais pas. Il y avait toujours cette espèce de terrain anxieux comme un bruit de fond permanent et sortir de chez moi restait un effort surhumain. Les efforts pour sortir de chez moi étaient surhumains, mais mon premier réflexe pour trouver une explication au fait que je n'avançais pas a été très humain. Remettre en cause les compétences de ma psy. Voici mon dialogue interne de l'époque. Après tout, la spécialiste, c'est elle. Et si je n'avance pas, c'est parce qu'elle fait mal son travail. Que faire avec un tel dialogue interne ? En effet, déjà avec l'aide d'une psychologue, je n'ai aucune vision de sortie de crise, mais alors sans, c'est pire. Sans, il ne me reste plus aucune issue, plus aucune solution, carrément l'impasse. Je me suis alors posée en essayant de prendre du recul. J'ai repassé en tête tout ce qu'on avait mis en place ces derniers mois. Et la révélation. Ma psy m'avait bien aidée à affronter mes peurs. Elle me proposait des exercices réguliers d'exposition à ces dernières. Des exercices d'exposition assez structurés qui participaient grandement au fait que je ne restais pas enfermée comme un lion en cage chez moi. Ma psy avait également détecté quelque chose que je n'étais absolument pas en mesure de diagnostiquer. J'utilisais des objets contraphobiques dans le but de gérer des situations que je n'étais absolument pas en mesure d'éviter. Des situations du type aller travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme contraphobique, il s'agit d'un objet ou d'une personne qu'on utilise le plus souvent inconsciemment pour se rassurer face à une situation qui nous angoisse. Franchement, seul un professionnel pouvait repérer ça. D'où la nécessité d'aller voir un professionnel. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur les objets contraphobiques, je mets un lien dans les notes vers ce dernier. Vous verrez, les objets contraphobiques peuvent être de véritables alliés. Mais à trop s'appuyer sur eux, finalement, on évite de s'attaquer aux fondations du problème. Ma psy a également mis à ma disposition la cohérence cardiaque. Cet outil qui, utilisé matin, midi et soir, m'a changé la vie au bout d'une semaine. Donc, force est de constater qu'en quelques mois, ma psy m'a donné un certain nombre de clés. Le problème ne vient donc pas des compétences de ma psy. Mais alors, si le problème ne vient pas d'elle, de qui ? À part moi, il ne restait plus grand monde. Et là, j'ai pris une sacrée claque. Je venais de comprendre que je n'avais aucune envie de m'investir dans cette thérapie. Pourquoi ?
Parce qu'à l'époque, je n'y croyais pas, tout simplement. Je viens d'un milieu où la science dure est reine. Parlez-moi de biologie, de mathématiques, de preuves tangibles, et je suis tout oui. Mais la psychologie. Quand on m'en parlait, j'écoutais par respect. Mais dans ma tête, je rangeais ça dans la case mystique. Oui, je sais, c'est nul. C'était beaucoup d'ignorance aussi. Le constat est donc que cela fait des mois que je m'étais engagée dans une thérapie sans engagement personnel. J'attendais que tout vienne de la thérapeute. Grosse erreur. Récapitulons. Je ne crois pas à ce qu'on me propose. Donc, du coup, je ne m'implique pas. Et si je ne m'implique pas, comment la thérapie pourrait-elle fonctionner? C'est aussi simple que ça. Donc, pour faire court, mon absence de progrès n'avait rien à voir avec un manque de compétences de ma psy. Non, si je n'avançais pas, c'était parce que je manquais de motivation et d'implication dans ce processus thérapeutique. Finalement, me voilà rassurée. Je n'étais plus dans une voie sans issue. La solution était de m'impliquer et de m'activer concrètement dans mon processus thérapeutique. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour moi, c'est un point clé. Trop souvent, on rencontre un thérapeute, que le feeling passe ou ne passe pas, on ne nous dit pas assez clairement à quel point notre engagement est crucial dans une thérapie. Quand une séance se passe bien, on en ressort satisfait. Mais quand rien ne bouge, quand rien ne se passe, on en discute rarement ouvertement avec le thérapeute. Et c'est dommage pour les deux parties. Petite parenthèse, quand j'étais en terminale, la bête noire de tous les élèves, c'était la philosophie. C'était, et ça l'est sûrement encore aujourd'hui, une matière réputée pour ne jamais vraiment récompenser le travail fourni. On dépassait le 6/20 et on pouvait sabrer le champagne. Cette année-là, j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui, conscient du manque de motivation générale liée à la mauvaise réputation de la philo, nous a proposé, dès le premier cours, une sorte de contrat moral. Un pacte qu'il fallait signer, qui énonçait clairement nos droits, nos devoirs et ceux de notre enseignant. Grâce à ce pacte, la notation nous semblait moins nébuleuse, ce qui réduisait cet a priori négatif qu'on avait tous sur la philosophie. Résultat, on s'est davantage investi. Sur 38 élèves, 20 ont eu la moyenne ou plus en philo, ce qui était à l'époque un véritable exploit. Avec du recul, je me dis que j'aurais adoré signer cette même sorte de contrat de pacte avec ma psy. Un document où seraient précisées toutes ses attentes et les miennes. Un document de référence qui nous aurait permis un point régulier, non pas sur moi ou sur mes progrès, mais également sur notre collaboration. Ce qui dans cette collaboration fonctionne, ce qui dans cette collaboration ne fonctionne pas, je suis persuadée qu'un tel pacte aiderait beaucoup de patients à devenir plus actifs dans leur thérapie et à progresser plus vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il y a une chose à retenir de ce dernier, c'est qu'il ne suffit pas d'apprécier son psychologue pour que la thérapie se passe bien. Pour qu'une thérapie se passe bien, il est important qu'une alliance et qu'une collaboration se forment entre le patient et son thérapeute. Et bien évidemment, de veiller constamment, que l'on soit patient ou thérapeute, à ce que cette alliance, cette collaboration soit active. Avant de se quitter, j'ai une petite demande. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, ou si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet aussi à d'autres personnes qui en auraient peut-être besoin de découvrir le podcast. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci infiniment d'être là et à très vite.